Nous sommes en guerre. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, mais je voulais qu'on en parle ensemble, absolument hallucinante à Marseille. Un cycliste est mort après avoir été écrasé volontairement par un automobiliste. Notre-Dame de la Garde, la célèbre bonne mère. Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête pour meurtre a été ouverte. Pourrait être transformée en salle de shoot. S'injecter des produits dans n'importe quel endroit de la ville, ce n'est pas souhaitable. François Hollande, bonjour. On a appris que vous cumulez 4 retraites. Oui, je cumule. Je touche aussi ma retraite de président du club des boulistes de Tulle. Ah ouais. Le budget 2025 nous a été présenté en fin de semaine dernière. Ma retraite d'égérie va être chère. Il semble que 70% des efforts demandés sont des hausses d'impôts, des hausses de taxes, bien loin des annonces de Michel Barnier. Ma retraite de livreur de croissants au scooter rue du Cygne. L'État, dans cette affaire, nous a lâchés. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, et oui, la retraite, les impôts. On va en parler très longuement. On va en parler d'abord avec Marc Toiti, que nous sommes toujours heureux d'accueillir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Point titré la semaine dernière, le retour du délire fiscal. Les députés rejettent la version remaniée du projet de loi de finances. Ça barde à tous les étages. Et cette semaine, comme on sait, le Parlement examine effectivement ce qu'a fait la Commission des finances, ce que fait le gouvernement, où on en est. Et actuellement, ça tire à vue, absolument. Vous vous rappelez la phrase de Michel Audiard, nous n'aurons bientôt plus que l'impôt sur les eaux. Est-ce qu'on en est là? Qu'est-ce qui se passe? On va en parler, évidemment. On va aussi parler de ce tragique accident d'une SUV renversant un cycliste. Le cycliste est mort et samedi, il y a eu des manifestations partout en France et c'est légitime et c'est bien. Mais pourquoi deux poids et deux mesures quand d'autres meurent, quand d'autres massacres, quand d'autres agressions se passent? C'est intéressant, on va aussi en parler. Et puis évidemment les perles, les huées, bravo. Alors les cathédrales, aujourd'hui les cathédrales c'est très simple, ou alors on les ferme la nuit parce que ça fait des économies comme à la cathédrale de Strasbourg, ça a été levé mais c'était tout juste, ou alors on va en faire des salles de shoot comme à Notre-Dame de la Garde à Marseille. Oui, voilà, pourquoi pas une salle de shoot à l'intérieur de la cathédrale. Voilà. C'est le destin, paraît-il, de certains pour les cathédrales et la retraite de François Hollande. Et puis en seconde partie de l'émission, on va parler de quelqu'un dont on parle très peu et qui est pratiquement le seul chef d'État mondial sans État, parce que même le Vatican c'est un État. Il s'agit de George Soros. L'empire de George Soros, une biographie absolument passionnante est parue. On va en parler. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et voilà. Aujourd'hui, nous examinons à l'Assemblée nationale, à la Commission des finances, à quel degré la tonte des moutons devra s'exercer. Je rappelle que les députés ont rejeté samedi en Commission des finances la première partie du budget 2025. Oui, c'est la grande présentation du budget 2025. Eh bien alors, le gouvernement avait prévu hausse de taxes sur l'électricité, rabotage des recettes des collectivités, retiré du texte. Voilà. Députés ont achevé le samedi donc la commission de recettes, très largement modifiée. Alors effectivement, pourquoi? Parce qu'ils disent augmentation excessive de la charge fiscale par rapport au texte initial de 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros. Je rappelle simplement, vous savez, que ce que disait l'hebdomadaire de Point, aujourd'hui la France non seulement compte presque autant de taxes et d'impôts, 360 que 2 jours dans l'année, mais détient aussi et surtout, on le rappelle, le record mondial du niveau des prélèvements obligatoires, 48% du PIB, du produit intérieur brut en 2022, selon Eurostat. Voilà. Et c'est bien parti, puisqu'on va recourir à l'impôt pour tenter de stopper la folle dérive du déficit dont on a beaucoup parlé, notamment avec Marc Toiti. Bonjour Marc Toiti. Bonjour cher André, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Mais heureux de vous accueillir, vous êtes président du cabinet ACDEF et on peut vous retrouver, et je conseille à nos auditeurs d'y aller sur la chaîne YouTube Marc Toiti TV, et où vous effectivement vous faites un peu l'inventaire de ce qui nous attend. Alors c'est intéressant parce que je rappelle simplement Marc Toiti, voilà.
fiscalité écologique retoquée par les députés, hausse de taxes sur l'électricité, les chaudières à gaz, les véhicules thermiques sont passés à la trappe. En revanche, collectivités locales. Alors les articles visant à geler ou raboter leurs recettes, pas question. On leur accorde au contraire une rallonge de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros, l'une des rares mesures chiffrées. Voilà, 500 millions de plus pour les collectivités locales. Voilà. Et puis alors les super profits, effectivement, les multinationales, il faut qu'ils payent, c'est beaucoup trop, 40 milliards, etc. Alors, Marc Toiti, je voudrais qu'on parle pas de la dette, pas de tout ça, je voudrais qu'on parle de cette espèce de formidable, alors ce que Le Point a qualifié de délire fiscal, est-ce qu'on peut s'en tirer comme ça? On dit, voilà, eh bien écoutez, voilà, vous savez, la classe moyenne un peu partout, les super riches, il y a de l'argent, il faut prendre l'argent où il est. C'est ça la solution? André, vous l'avez dit, nous sommes déjà le pays le plus taxé du monde. C'est le pays où il y a le plus de prélèvements obligatoires par rapport à notre richesse. Il n'y a pas un pays qui fait plus que nous. Avant, on avait les pays du nord de l'Europe qui faisaient un peu plus. Maintenant, eux ont compris, nous, on n'a toujours pas compris. Et donc, à chaque fois qu'on a un problème, on le voit. Allez, c'est quoi la mesure qui est avancée? Une augmentation des impôts. Parce qu'on fait croire, bien sûr, que ça va être sur les riches. Mais bon, encore une fois, les riches, ils sont plus là. Les très riches, hein, j'entends. Ou alors, ils ont recours à l'aide, au service des fiscalistes qui va leur faire payer moins d'impôts que la classe moyenne. Donc c'est toujours la même histoire. Et à chaque fois, qui va payer? Évidemment, c'est la classe moyenne. Regardez, là, l'impôt entre guillemets sur les riches, ça va ramener dans le meilleur des cas 2 milliards d'euros. Or, quel est le montant de notre déficit cette année? 200 milliards. 2 milliards, 200 milliards. Il n'y a pas photo. Mais donc, c'est évident, ça ne va pas produire des effets. Pareil sur les grandes entreprises qui font leurs profits à l'étranger. Toujours pareil, ce sont les PME qui malheureusement vont souffrir. Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. Moi, depuis qu'on a annoncé ce budget 2025, d'abord, je croyais que c'était un budget qui avait été présenté par le NFP, si vous voulez. Parce que, normalement, un gouvernement de centre droit n'augmente pas les impôts. Parce que, je veux dire, surtout quand nous sommes numéro 1 du monde. Et ça, si vous voulez, c'est ce qu'on apprend en première année d'économie à la fac. J'ai été prof à la fac, comme vous le savez. Eh bien, c'est que quand vous augmentez les impôts, vous cassez l'activité économique, donc vous réduisez l'assiette fiscale, donc on ponctionne plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fois, il y a moins de recettes fiscales qu'annoncées, et donc... Oui, alors, faisons l'inventaire de ce qui a été annoncé, justement, que le gouvernement Michel Barnier, que vous disiez, gouvernement de centre droit, eh bien, hausse de taxes sur l'électricité, rabotage des recettes des collectivités, etc., etc. En fait, dans ce qui a été annoncé pour ce budget 2025, qu'est-ce qui vous paraît aberrant? Je veux dire, précisément, concrètement. Non mais très clairement, tout ce qui va dans le sens d'une augmentation des impôts est une erreur stratégique. Et encore, on a échappé belle, parce que la semaine dernière, justement, dans la commission des finances, il y a eu plein d'amendements, justement, présentés par le NFP et autres, ou LFI, etc. Alors là, c'était la bérésine, d'augmenter les impôts pour tous, très fortement, et donc, évidemment, casser l'activité économique. Il y aurait eu un exode fiscal. Donc, c'est ça également qui a été retoqué. J'espère que ça ne passera pas. Tous ces amendements, effectivement, qui ont je dirais, ajoutés, qui, je l'espère, ne passeront pas, mais encore une fois, c'est ça le drame. Par exemple, on veut taxer encore, on nous dit oui, ça sera un impôt temporaire. Rappelez-vous, la CRDS, c'était créé par Alain Juppé en 96, ça devait durer 13 ans. On est en 2024, c'est toujours là. La CSG, créée par Michel Rocard en 91, à la base, c'était 1%. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de 9,2%. Sur l'épargne, ils ont rajouté même une taxe de solidarité, ça fait 17,2% de taxation de l'épargne. Donc je rappelle que, encore une fois, notre épargne, on a déjà payé des impôts dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Oui, donc on repaye davantage. Et moi, ce qui me surprend, c'est que par contre, on ne parle pas du tout de la fraude fiscale et de la fraude sociale. J'avais fait une simulation, justement. Juste ces deux éléments, vous ramenez 30 milliards d'euros au minimum chaque année. Par an. Et par an. 30 milliards d'euros par an. Et là, évidemment, fraude fiscale, fraude sociale. Oui. Mais c'est quand même assez incroyable. Et il faut parler tout à l'heure des salles de shoot, etc. Enfin, l'économie de la drogue, on la laisse tranquille. Toute l'économie parallèle, c'est chaque année peut-être 12-20 milliards d'euros. On ne sait pas, peut-être même plus. On n'en parle pas. C'est quand même pas sérieux. Et on va faire payer encore une fois les honnêtes gens, voilà, et on va les faire payer davantage jusqu'au moment où ça va casser, la corde va casser, et
peut-être certaines personnes vont peut-être quitter la France, c'est déjà le cas déjà pour beaucoup, malheureusement, pour les plus riches. Et donc, qui c'est qui va rester? C'est bien sûr la classe moyenne, et c'est la classe moyenne qui va payer la facture. Donc, moi, je suis contre. J'ai fait une simulation, si vous voulez, justement, pour dire, moi, je pense qu'il faut même baisser les impôts. Parce que comme nous avons une crise de confiance aujourd'hui, les Français n'ont pas de pouvoir d'achat, les entreprises, et je ne parle pas des grandes entreprises, mais nos PME, vous savez qu'il y a des records de faillites des entreprises aujourd'hui en France, donc nos PME sont étranglées, donc il faut réduire également la pression fiscale pour les ménages. Donc moi, je parlais par exemple de la baisse de la CSG de 25 milliards d'euros, pareil pour les entreprises, suppression de l'impôt sur la production 25 milliards d'euros. Si on baisse les impôts de 50 milliards d'euros, là vous allez créer un choc effectivement économique. Par contre, si vous faites ça, et un choc positif bien sûr, par contre si vous faites ça dans le même temps, il faut aussi baisser la dépense publique. Et c'est là que le bas blesse. Mais comment ça se fait? Voilà, personne ne parle de baisser la dépense publique quand même, c'est hallucinant. Mais André, c'est pire que ça. J'ai regardé le détail, parce que personne ne le fait, c'est normal, c'est mon métier. Eh bien, tenez-vous bien André, la dépense publique en 2025, selon le budget, elle va augmenter de 2,6%. Ah bon, encore? Alors que on a là aussi numéro 1 du monde. Oui, la dépense publique en France, selon le budget, avec l'inflation, augmente de 2,6%. Donc c'est plus que l'inflation. C'est quand même pas sérieux. Vous comprenez? Donc, alors oui, on s'est offusqué. Oh là là, il y a 4000 personnes en moins dans l'éducation nationale. Alors déjà, on va pas, entre guillemets, les licencier. On peut pas licencier des fonctionnaires. C'est des personnes qui partent à la retraite, qu'on ne va pas remplacer. 4000 personnes. Vous savez combien il y a de profs en France qui travaillent pour l'éducation nationale? 900 000. Vous rajoutez 300 000 administratifs, 1,2 million de personnes qui travaillent dans l'éducation nationale. Je sais très bien, il faut des profs, il faut tout ça, etc. Parfait. Oui, bien sûr, sauf que 4 000 sur 1,2 million, c'est quand même pas grand-chose. Oui, mais en plus, c'est le dogmatisme. Oui, mais Marc Toiti, comme vous disiez, comme tous les hôpitaux, avec les ARS, c'est bien les professeurs, mais les administrateurs, en faut-il vraiment autant? C'est ça le problème. Bien sûr. Ouais. C'est ça le problème. Et c'est là où on a ce coût global, mais on pourrait dire pareil sur le millefeuille administratif. Vous savez, toutes les strates du millefeuille administratif, les régions, les cantons, les départements, etc. Bref. Et à chaque fois, il y a les mêmes dépenses. Rendez-vous compte que l'année dernière, les dépenses de fonctionnement, que les dépenses de fonctionnement, ont augmenté de 25 milliards d'euros. Et ça, les Français ne le savent pas. Alors, je le dis sur ma chaîne YouTube, je le dis sur le Sud Diadro notamment, ou ailleurs, mais c'est vrai que aujourd'hui, on dit que là, en France, on ne peut rien faire sur les dépenses parce que c'est essentiellement des prestations sociales. Bon, alors déjà, on peut optimiser ces prestations, mais admettons. Quand vous regardez le détail de la dépense publique, je rappelle que la dépense publique en France, c'est plus de 1600 milliards d'euros. Donc, c'est une somme énorme. 1600 milliards, oui. Voilà. Donc 33% de ces 1600 milliards, ce sont des dépenses liées justement aux prestations sociales. Ok. Mais quel est le deuxième poste? Là, vous allez être très surpris, André. Le deuxième poste, 32% des dépenses publiques, ce sont des dépenses de fonctionnement. Le fonctionnement, c'est pas du social, c'est pas de l'investissement, c'est du fonctionnement. Donc là, écoutez, c'est pas compliqué, nous sommes surendettés, on a des déficits publics dramatiques. Donc n'importe quelle personne qui a du bon sens peut dire, écoutez, on doit faire des efforts sur le fonctionnement. Sauf que nous, non, on continue d'augmenter les coûts de fonctionnement. Mais c'est scandaleux, c'est inadmissible. Et rien n'est prévu là-dessus dans le budget 2025, rien. Rien. C'est à droite, à gauche. En fait, on va moins augmenter que ce qui était prévu. On vous dit que c'est une baisse, mais en fait, c'est pas une baisse. C'est une moindre augmentation que par rapport à ce qui était prévu. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, si vous me permettez l'expression. Non, aujourd'hui, il faut dire les choses. On a besoin simplement de bon sens. Et moi, encore une fois, je pense qu'il faut baisser les impôts, pas les augmenter, il faut les baisser. On est au top, donc il faut arrêter. Et parallèlement, il faut baisser ses dépenses publiques, et ça ne créera pas du chômage haut, puisque justement, quand on va baisser les impôts, il y aura plus de croissance, on va créer plus d'emplois. Là, on est en train de sombrer, et donc qu'est-ce qu'on attend simplement? On attend un jour d'être dégradé. Et André, je vais vous donner un scoop incroyable, personne n'en a parlé, même pas vous André. Sachez que vous savez, la semaine dernière, il y a l'agence de notation Fitch qui a donc annoncé qu'elle maintenait le AA pour la France, avec perspective négative. Eh bien, tenez-vous bien, André, j'ai été voir sur le site de Fitch le communiqué officiel. Et c'est incroyable ce qui s'est passé. Personne n'en a parlé, mais c'est incroyable. Je vais parler sur ma chaîne YouTube, j'en parle maintenant. Eh bien, tenez-vous bien, Fitch annonce, et elle écrit noir sur blanc, que son modèle de notation a attribué donc à la France une note de A+. Donc on a été dégradé. Et puis après, une phrase en dessous où elle dit, mais le comité de notation de Fitch a décidé que finalement, on ne gardait pas le A, mais on gardait le AA. C'est extraordinaire. Vous voulez dire qu'ils ont écrit, en fait, la France c'est A+, pardon, mais on a gardé le AA.
C'est incroyable. On a gardé le 2 parce qu'on pense que la France va faire le job, entre guillemets, je simplifie. En gros, voilà, on estime que... Et en plus, elle nous dit tout, qu'il y a un problème de gouvernement, qu'il y a un problème, je dirais, de majorité, qu'il y a un problème de dette publique. Elle dit tout. Tout ce qu'on vient de dire là, elle le sait. Fitch le dit clairement. Mais normalement, c'était double A, mais non, on a... Donc, c'est quand même assez incroyable. Oui, on va faire plaisir, on va faire plaisir. Ouais. C'est incroyable. Oui, c'est assez incroyable. Et c'est écrit, c'est ça qui est extraordinaire, ce que vous dites, Marc. Alors, en fait, pourquoi elle n'a pas fait ça? C'est pas compliqué, elle n'a pas fait ça parce que si vous passez de double A à simple A, vous changez de catégorie pour les investisseurs. Et donc, il y a plein par exemple, de caisses de retraite, de banques, etc., qui achètent de la dette publique parce que c'est double A. Dès que vous passez simple A, qui n'est pas une mauvaise dette, mais c'est quand même moins bien que double A, alors là, vous n'entrez plus dans la catégorie, si vous voulez, d'achat. Vous changez donc, de braquet. Comme l'État français va devoir émettre 300 milliards d'euros de nouvelles dettes l'année prochaine, si on passe simple A, alors là, évidemment, ça colle plus. Et donc, ces agences de notation, bon, c'est vrai que c'est pas des modèles de crédibilité. Moi, je me souviens, quelques semaines avant la crise des subprimes, elles notaient triple A des produits complètement vérolés. Donc bon, on a l'habitude. Pareil pour la Grèce. Mais là, c'est quand même pas sérieux, vous voyez. Donc, Fitch se couvre en disant non, notre modèle nous dit bien simple A, mais bon, on maintient quand même le double A. C'est quand même assez incroyable. Oui, c'est... Pareil, quand vous voyez... on joue au bon taux. Mais quand vous voyez le dérapage des comptes publics de 100 milliards d'euros par rapport à ce qui avait été prévu à la base par Bruno Le Maire il y a un an, où sont passés ces 100 milliards Vous comprenez? Donc, ça aussi, on ne le sait pas. Et on continue comme ça. On dit non, voilà, alors on va augmenter un petit peu les impôts ici, on va un peu moins augmenter les dépenses là. On fait du saupoudrage. Non, il faut complètement repenser la dépense publique. Donc, moi, ce budget, je vous le dis tout de suite, j'ai vu la simulation, ils annoncent 5%, comme l'année dernière, donc ils annoncent que l'année prochaine, il y aura 5% de déficit par rapport au PIB, comme Bruno Le Maire il y a un an. Et moi, j'avais annoncé 6%, on va peut-être faire à 7%, et moi, je dis la même chose pour 2025. Et vous dites aujourd'hui, vous pariez juste, Marc Toiti, en dernier, vous pariez à quoi, 6-7%? Cette année, on est déjà à 6,5, voire 7. Et l'année prochaine, pareil, on sera autour des 6%. Ouais. Donc, les 5, on n'y sera pas du tout. Donc, mais voilà, effectivement, comme le grand public ne va pas se casser la tête à regarder dans le détail, oui, etc., mais quand même, on laisse passer. On croit que c'est fait. Et le pire, c'est qu'on présente ça comme un budget sérieux, de rigueur, etc. C'est du marketing, si vous voulez. C'est du marketing. Il n'y a pas de rigueur. La dépense publique continue d'augmenter. Par contre, malheureusement, on augmente les impôts. Et c'est ça qui est dramatique. Ça ne marche pas. Mais Marc Toiti, ce que vous voulez dire... augmente les impôts, réduit son déficit. Il faut arrêter de dire des bêtises. Il faut arrêter. Et encore une fois, c'est pas LFI qui fait ça. Bon, heureusement. Mais je veux dire, c'est un gouvernement de centre droit. Et oui, mais vous savez, être de centre droit, hélas, n'empêche pas peut-être quelquefois d'être somnambule. Et vous, ce que vous avez décrit, c'est du somnambulisme, Marc Toiti. C'est quand même très grave. Vraiment. Exactement. Merci beaucoup. Exactement. Merci de vos éclaircissements. À bientôt. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Non pas un attentat là, mais un accident terrible, un accident tragique. Paul Vary, un cycliste de 27 ans, a été tué mardi dernier à Paris lors d'un différend avec un automobiliste, un conducteur de SUV. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, on va en parler. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis. Et oui, la bicyclette, quand on est un peu partout sur les chemins, comme disait, je chantais Yves Montand. C'est magnifique. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a, comme partout, comme toujours, des problèmes. Et puis, les accidents de voiture, tous les accidents, eh bien, ils existent, ils sont là. La vie est un métier à risque. Ça ne veut pas dire que c'est accepté, bien sûr. Et voilà, ce cycliste, mardi 15 octobre, il a été percuté par un automobiliste à la suite de l'intercation. Sa mort a provoqué une très vive émotion. L'automobiliste est mis en examen, effectivement. Il y a eu 230 rassemblements à Paris samedi.
230 de très nombreuses associations de cyclistes ont appelé effectivement pour dire stop aux violences motorisées et rendre hommage à ce jeune cycliste. Et c'est une bonne chose, et c'est bien, et c'est légitime. Effectivement, stop à la violence motorisée, on le dit la Fédération française des usagers de la bicyclette, et ça a été très suivi, rassemblement devant des mairies, des parcours organisés, et c'est allé même plus loin. Un collectif NoSUV Tolosa, à Toulouse, effectivement, comme son nom l'indique, a dégonflé les pneus de 65 SUV dans les rues de Toulouse. Voilà, pour dénoncer l'impact écologique, social de ces véhicules et rendre hommage aux cyclistes tués. Voilà, les SUV représentent une menace pour l'environnement et la sécurité des piétons et cyclistes. Voilà, selon eux, ce sont les SUV qui font, voilà, ces accidents plus graves, plus lourds, etc. Et puis, évidemment, les écologistes pointent également du doigt les émissions de CO2 des SUV. Vous savez que les SUV sont maintenant dans le malus, etc. Et moi, ça m'inspire, vous me direz ce que vous en pensez, auditeurs, résistants de Sud Radio, quelques réflexions de ceci. D'abord, je ne vais évidemment pas défendre les SUV, je n'ai pas de voiture, hein, je le précise. Mais enfin, ce n'est pas les SUV qui tuent, ce n'est pas le couteau qui tue. Ce n'est pas la hache qui tue, ce n'est pas l'arme qui tue, c'est le conducteur, c'est le porteur d'armes, c'est ça. Ce n'est pas la SUV qui tue. Ça, c'est une première chose. Et puis, sur l'écologie et le thermique, on pourrait en parler très longuement. Donc, effectivement, que l'on s'indigne, que l'on se rassemble, c'est très bien. Que l'on fasse, effectivement, des manifestations, c'est très bien. Mais moi, ça m'évoque quelque chose. Dites-moi, pourquoi il n'y a pratiquement rien eu à part quelques marches blanches et des bougies et des bouquets de fleurs quand il y a eu Lola, quand il y a eu Philippines, quand il y a eu tout ça? Pourquoi les gens ne se réunissent pas en masse comme l'ont fait les cyclistes et les amateurs de vélo quand il y a ces autres... pourquoi ces deux poids, deux mesures? Très franchement, je me pose la question. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, sinon je vous la donnerai. Mais je veux savoir pourquoi, effectivement, quand il y a meurtre d'un cycliste, enfin meurtre, en tout cas accident, c'est pas, je pense pas que la personne qui dirige la SUV a voulu le tuer, mais enfin, de toute façon, les gens s'indignent à juste titre, se rassemblent à juste titre, manifestent à juste titre, mais dites-moi tout le reste, pourquoi, pose la question, quand il y a eu Samuel Paty ou Dominique Bernard, pourquoi les professeurs, dans leur majorité, ne sont pas descendus dans la rue? Pourquoi les professeurs n'ont pas manifesté? Pourquoi quand il y a effectivement tout, un peu partout, ces jeunes qui organisent un bal et qui se font trancher à l'arme blanche, pourquoi les gens ne descendent pas dans la rue? Pourquoi ces deux poids et deux mesures? Pourquoi, et tant mieux pour eux, pourquoi les amateurs de cyclisme et de bicyclette arrivent à mobiliser alors que les autres mobilisent, faut le dire, beaucoup moins. Et c'est ça qui est terrible. Parce qu'il y a un vrai problème qui est posé. C'est que si on était ce qu'on doit être, on devrait manifester, on devrait mobiliser, on devrait faire pression pratiquement à chaque fois. Vous allez me dire, on ne peut pas descendre à chaque fois, ça se passe tous les jours. Si, on peut. En tout cas, on peut faire beaucoup plus qu'on ne le fait. Et je crois que c'est vraiment préoccupant que, effectivement, les millions de gens qui font de la bicyclette se mobilisent et que les autres qui sont soit élèves, soit profs, soit, je ne sais pas, des gens de la famille, soit rien, même si vous l'étiez, mais si vous n'êtes pas cette profession, est-ce qu'on va rester dans cet égoïsme corporatiste qui consiste à, si ça me touche pas moi ou ce que je fais parce que je suis à bicyclette, ça m'intéresse pas, c'est pas mon problème. Non, faut arrêter. Ce n'est pas mon problème, ça n'existe pas. C'est notre problème à tous et j'espère qu'il n'y ait pas, encore une fois, je le répète, d'indignation à géométrie variable. C'est pas possible ça, parce que ça permet à certains l'impunité par rapport à d'autres et ça c'est impossible. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas la voiture. Le cycliste aurait pu être renversé par une 4 chevaux, d'accord? Et ça aurait changé quoi par rapport au SUV, par rapport à la mort? Rien. Alors il faut arrêter de
de faire ces 2 poids 2 mesures et arrêtez de dire ah ça me concerne pas, oui du moment que ça me concerne pas à moi, eh ben c'est pas grave. Non, c'est grave dans tous les cas. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André, nous avons une auditrice qui voulait réagir à l'affaire du cycliste tué. C'est France qui nous appelle de Paris. Oui, bonjour France. Bonjour, très cher André. Écoutez, effectivement, c'est terrible ce qui est arrivé à ce cycliste. D'accord. Mais, en tant que piéton, je suis dans le 17e, de toute façon, que ce soit dans le 17e ou ailleurs, c'est pareil. Impossible de passer. Les vélos ne nous laissent jamais passer. On dit quelque chose, on se fait insulter, homme comme femme. Alors, je suis vraiment écœurée de la mentalité des vélos. Voilà. Ben écoutez, oui, faut pas généraliser, France, mais je vous comprends. Moi, je vais vous dire aussi ce qui me gêne. Peut-être ça va choquer des gens, mais ça m'est égal. Je trouve hallucinant que les vélos puissent brûler les feux rouges et passer en sens interdit. Je trouve ça hallucinant. Je trouve hallucinant. Je veux dire que ils doivent être traités comme tout le monde. Est-ce que moi, piéton, je passe au feu vert? Non. Je veux dire. Moi, c'est, encore une fois, c'est 2 poids, 2 mesures, c'est 10 poids des mesures, ça n'enlève rien au drame qui s'est passé avec la SUV et Paul Varry, mais vous avez raison, France, en tout cas, il y a un problème de discipline, il y a un problème, je ne sais pas si c'est d'autorité, mais enfin, faut arrêter quand même, faut arrêter, simplement que chacun, bravo pour les vélos, que chacun ait sa place, mais que les piétons aient aussi leur place et se fassent pas renverser. Merci France. Et alors, une affaire qui fait réagir, puisque nous avons aussi Marc qui nous appelle de Paris. Bonjour Marc. Oui, allô, vous m'entendez? On vous entend très bien, Marc. Parfait. Oui, donc écoutez, non, c'est simplement parce que j'ai entendu sur une seule radio, je ne sais plus laquelle, que le chauffeur avait fait une manœuvre. Alors, le gars, il a tapé le cycliste sur la carrosserie, et puis il est descendu du vélo. Alors, je ne sais pas où il a mis son vélo, puis il s'est mis devant sur le côté gauche. Et le chauffeur, il a obliqué à gauche. Il pensant peut-être faire reculer le cycliste qui était debout. Peut-être que le cycliste aussi provoquait. En tout cas, bref, il a fait une fausse manœuvre, certainement. Et d'ailleurs, bon, il a écrasé. Après, il s'est mis pour faire des massages cardiaques et s'était dit quelque part en étant désespéré. Moi, je sais que ça m'arrive des fois d'appuyer en même temps sur le frein et sur l'accélérateur parce que ma chaussure est un peu large. Bon, enfin, en tout cas, autre chose, l'histoire des vélos, c'est que souvent, investi d'une espèce de culture, le vélo d'abord, en roulant à contresens sur une route très étroite, j'avais un vélo qui était dans le même sens que moi et l'autre en sens inverse. Je m'arrêtais pas, je bousculais les deux. Je veux dire que des fois aussi, ils se sentent tout autorisés. Maintenant, ça n'excuse rien. Voilà. J'allais vous dire, Marc, ça n'excuse rien. On peut pas justifier le meurtre. Enfin, le meurtre. Je dis pas qu'il l'a fait exprès, bien sûr, le conducteur. Mais enfin, le meurtre de la mort de quelqu'un, quoi. C'est pas possible. Mais bon. Mais je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire que, mais vous savez ce que vous dites, Marc? C'est un problème, encore une fois, d'éducation. C'est un problème de discipline. C'est un problème que chacun, il y a de la place, mais que chacun trouve sa place. Et on a l'impression qu'effectivement, tout se passe comme si il y a des gens qui se disent, ah oui, c'est à moi, la rue est à moi, la route est à moi, etc. Je fais ce que je veux. Et ça, c'est quelque chose de pas possible. On n'est pas tout seul, hein. La liberté de l'un commence ou finit celle de l'autre. On s'en interdit. Ça, c'est contre le code de la route classique. C'est énervant. Bon, ok. Merci, Marc. Merci, Marc. Et vous pouvez continuer à réagir en nous appelant au 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous ensemble. Alors je vais vous dire, il y a un pont, vous allez tous pouvoir danser pour l'éternité. Oui, le pont de Warcq dans les Ardennes. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y aura jamais de voiture, qui que ce soit, ou de bicyclette, ou de trottinette qui passera sur ce pont. Pourquoi? Parce que il a été fait il y a 7 ans, le pont de Warcq dans les Ardennes. Aucune voiture ne l'a jamais emprunté. C'est le pont qui ne mène nulle part. Authentique. Alors voilà, c'est très simple. Les 1300 habitants de Warcq dans les Ardennes, tout près de Charleville-Mézières, ils ont sur leur commune un pont d'une 30aine de mètres de long qui enjambe une route et une voie ferrée. Et ce pont s'est arrêté.
il ne mène nulle part. Ah, il y a un talus de chaque côté, mais il ne relie à aucune route. Ce pont ne sert à rien et il a coûté, on parlait avec Marc Toiti des dettes, 3 millions d'euros d'argent public. Alors c'était un projet du conseil départemental pour relier une autoroute à une nationale dans le cadre du contournement de la ville de Charleville-Mézières. Très bien. Sauf que, et ça c'est la France, et c'est ça qu'on aime en France, la bureaucratie française, les ronds de cuir magnifiques, les travaux ont démarré dès le feu vert du préfet et de la SNCF sans attendre l'examen des différents recours déposés, notamment par des associations environnementales. Donc des familles ont été expropriées, le pont a bien été construit, mais le reste du chantier de raccordement a pris du retard, et donc la justice administrative s'est prononcée, elle a invalidé en première instance en appel et jusqu'au Conseil d'État. Donc ce projet est enterré, mais le pont est toujours là. Le pont est là, il est répertorié, noté sur Google. 5 étoiles pour le pont qui ne pèle. J'allais dire, vous voyez, j'ai fait un lapsus intéressant. Hein. Le pont, il a fait le pont, voilà. Le pont qui ne mène nulle part. C'est pas beau ça, c'est pas beau. Un pont qui ne mène nulle part, qui ne servira à rien, qui est là. Ça a coûté aux contribuables 3 millions d'euros, mais comme disait l'immortel François Hollande, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Merveilleux Bruno Pelletier, le temps des cathédrales. Alors effectivement, on parle beaucoup des cathédrales en ce moment. Je vais raconter une histoire personnelle. J'étais à Strasbourg ce week-end. Et vous savez qu'il y a l'une des plus belles cathédrales d'Europe, en tout cas celle la plus visitée après Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale de Strasbourg qui est vraiment sublime. Cathédrale gothique flamboyant, magnifique. Je sors d'un dîner vers 23h. Et c'est plongé dans l'obscurité la plus totale. Alors, ce qui est très très beau, pour ceux qui connaissent Strasbourg, qui y sont passés, les illuminations de la cathédrale sont magnifiques, l'éclairage est magnifique. Eh ben rien. Et pourquoi ? Eh ben c'est très simple. C'est que ils se sont dit non, mais écoutez, ça coûte très cher, ces illuminations, ça coûte vraiment très très cher, et donc on ne va pas le faire, hein, voilà. Et pourquoi on ne va pas le faire ? Eh ben c'est très simple. C'est que on va faire des économies. Et oui, vous savez que ce que ça coûte d'arrêter l'éclairage de la cathédrale, ça coûte 1728 € d'économie mensuelle. Voilà, 1720 €, c'est-à-dire, écoutez, calculé, divisé par 30, combien ça fait ? Ça veut dire, ça coûte quelques euros, 80, exactement 4,80 € d'économie quotidienne. Voilà, 4,80 € d'économie quotidienne. Et là, la mairie de Strasbourg n'a pas les moyens d'éclairer cela. Alors effectivement, Jeanne Barséguin, la maire EELV de Strasbourg, est revenue. Là, ça y est, la cathédrale illuminée, parce qu'il y a eu une levée de bouclier. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi j'en parle ? Parce que quand vous voulez faire pression, quand vous voulez agir à n'importe quel niveau, on peut le faire. Quand il y a quelque chose d'aussi absurde que de plonger la cathédrale dans le noir et la place de la cathédrale de Strasbourg dans le noir, eh ben, si on proteste, si on réagit, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau de vous-même et aller protester, eh bien, on peut le faire. Voilà. Et puis, même chose, autre cathédrale. Alors, autre cathédrale, c'est vraiment intéressant. Eh bien, vous savez, vous connaissez le problème de la drogue à Marseille, d'ailleurs dans énormément de villes, hein, de France et de Navarre, 3 milliards d'euros au moins de chiffre d'affaires par an. En France, quand je dis 3 milliards, c'est un chiffre très bas. Eh bien, voilà, on dit il faut faire des salles de shoot, effectivement, pour empêcher les consommateurs de s'égayer un peu partout, et les dealers d'aller un peu partout. Alors, on a proposé quelques personnes, 96 personnes dans Marseille, qui compte quand même plusieurs millions d'habitants, ont proposé, mais au fond,
pourquoi ne pas installer une salle de shoot dans Notre-Dame de la Garde? Vous savez, cette cathédrale de Marseille qui surplombe effectivement le Vieux-Port et qu'on voit de très très loin, ce que les Marseillais appellent la Bonne Mère. Hein. Eh bien, la Bonne Mère, pourquoi n'abriterait-elle pas une salle de shoot? Mais c'est vrai, il n'y a pas d'autre endroit où on peut mettre une salle de shoot dans Marseille, ville de 3 millions d'habitants. Non, on va le mettre à la cathédrale. Mais pourquoi pas dans les écoles? Pourquoi pas dans une école maternelle? Il y a des écoles maternelles. Installons une salle de shoot dans les écoles maternelles. Ce sera très très bien. Ou alors, je ne sais pas, moi, ou alors à la mosquée, ou alors à la synagogue, où on veut. C'est magnifique, hein. Que des gens, quand même, qui normalement constitués, qui ont peut-être 1 ou 2 neurones dans le cerveau. Allez, soyons. Et l'idée d'installer ça, vraiment, dans la cathédrale Notre-Dame de la Garde, qui n'ont pas trouvé d'autre lieu, et vous dire vraiment l'étendue de la décomposition, disons mentale, disons morale, disons intellectuelle, disons, je ne sais pas, l'encéphale plat, complet, je ne sais pas. En tout cas, voilà comment on fait aujourd'hui en France. 2 cathédrales dont je vous parle, quand elles flambent pas, ça c'est encore autre chose, ou quand on les attaque pas. Donc, une cathédrale à qui, effectivement, qu'on plonge dans le noir, et on y revient parce qu'on comprend, et puis une autre, pourquoi pas aller se piquer tranquillement, effectivement, au nom de Notre-Dame de la Garde. Voilà. Notre-Dame de la Garde, malade, bien sûr. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oh là là, c'est long, la retraite. Oh là là, c'est long. Ça te rend gaga, la retraite, c'est con. Ah oui, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Regardez, la retraite, c'est formidable. Moi, je vais vous dire un bravo à François Hollande, qui continue à travailler, qui vient de réélire député là, de Tulle. Eh bien, à combien se monte la retraite de l'ancien président de la République? C'est très intéressant. Franchement, c'est formidable, regardez. Maire, conseiller général, il touche 6 000 euros de retraite par mois. En député, 6 800 euros de retraite qu'il touchera, ou qu'il a déjà touché. Président de la République, 6 000 euros de retraite. Conseiller constitutionnel, parce qu'il a été au Conseil constitutionnel en tant qu'ancien président, 12 000 euros. Vous calculez, ça fait que François Hollande va toucher 35 800 euros de retraite par mois. Et il n'est pas le seul, hein. On va pas ici épingler François Hollande. C'est pas magnifique. Le cumul des mandats n'est rien auprès d'un certain nombre de gens au moment où on sait sous combien vivent 2 millions de Français. Le cumul des retraites n'est rien. Le cumul des mandats n'est rien à côté du cumul des retraites. C'est formidable, hein. 35 800 euros par mois, c'est magnifique. Et vous dites encore que ça va pas bien en France? Si, ça va très bien en France, pour certaines personnes. Bien sûr. Les autres, vous demandez du pain? Mangez de la brioche.